Bonjour Camille Gaudy. Bonjour Jean-Philippe Denis. Camille Gaudy, vous êtes professeure assistante à Toulouse Business School. Autrice dans la revue française de gestion, avec Christophe Godowski de Limoges et Jonathan Maurice, Toulouse School of Management, d'un article consacré à l'audit RSE. L'audit RSE, la croisée des chemins, ce que nous enseigne le vécu quotidien des auditeurs. C'est extrêmement intéressant et j'ai envie de vous dire, on va parler audit RSE enfin sérieux parce que ceux qui le pratiquent jugent qu'il n'est pas sérieux. Et ça, c'est là que votre article est très intéressant. Alors on débute tout de suite, il y a un paradoxe que vous soulevez qui est à l'origine de cet article. Tout à fait. Alors c'est vrai que d'un côté, on a la RSE qui prend de plus en plus de place dans le monde des affaires. On a des entreprises de plus en plus nombreuses, et notamment les moyennes et grandes entreprises, qui publient des rapports socio-environnementaux, rapports qui sont donc certifiés par des cabinets d'audit. Et d'un autre côté, on a aussi une explosion de discours alarmistes sur l'impact social et environnemental des activités économiques. Donc une situation qui a priori se détériore, en tout cas ne s'améliore pas. Et donc, c'est cette tension qui, en fait, interroge sur l'efficacité de ces mesures et donc potentiellement sur l'utilité ou l'inutilité sociétale de l'audit RSE. C'est là que votre article est très intéressant, c'est que vous sortez des grands discours, vous nous dites en fait il y a 3 types de RSE, déjà, qui permettent de raisonner, et on va aller interroger ceux qui pratiquent cet audit pour savoir comment ils vivent leur propre pratique de l'audit. Alors d'abord, les 3 types de RSE. Oui, alors c'est vrai qu'on s'appuie sur la typologie des conceptions de la RSE qui est proposée par Capron en 2009. Donc, il identifie 3 types de RSE. Une première conception qui est la conception éthique, qui, elle, est plutôt de culture anglo-saxonne et qui considère que c'est le chef d'entreprise performant financièrement qui peut choisir ou non de contribuer au bien commun par des actions type philanthropie, mécénat. Donc voilà, c'est Bill Gates qui distribue la moitié de sa fortune à des associations. C'est très Friedman, quoi. Voilà. Donc la deuxième conception, c'est une conception dite stratégique, utilitariste, donc qui est une conception largement répandue, notamment en Europe. Et donc là, c'est le principe du gagnant-gagnant. On va faire de la RSE uniquement si ça permet d'augmenter la performance économique ou en tout cas de ne pas la détériorer. Et enfin, une dernière conception qui est une conception politique de la soutenabilité, où là, on considère que l'entreprise doit être intégrée pleinement dans la société et qu'elle doit si elle doit mettre en œuvre des mesures sociales et environnementales pour le bien commun, elle doit le faire, même si ça implique de détériorer, au moins à court terme, sa performance économique. J'ai envie de dire une perspective, on a l'anglo-saxon, l'européen et la perspective francophone, parce que vous citez notamment Franck Agéry et Aurélien Haquier dans la revue française de gestion, autour de cette vision politique et transformatrice, avec une volonté de transformation. Quand vous allez voir les acteurs sur le terrain, première surprise, vous ne voyez pas les requins de la finance qu'on imagine dans l'audit, vous voyez des gens qui sont vraiment préoccupés par la vision politique. Oui, c'est vrai. Donc ça, c'est vrai que en tout cas, c'est un premier étonnement quand on lit la presse ou la littérature académique. C'est vrai que les auditeurs avec qui j'ai travaillé, qui travaillent dans des non-Big Four, donc auprès de PME, PMI, ont plutôt une conception politique de la soutenabilité, mais dans le quotidien, face à des acteurs économiques parfois récalcitrants, sont contraints en fait d'adopter un discours instrumentaliste de la RSE, alors que c'était pas leur conception à l'origine. J'ai beaucoup aimé cette idée, et ça c'est une tension que vous pointez, c'est que finalement ils veulent pas braquer leur audience, donc ils composent avec les différents registres de RSE possibles qu'on vient de présenter, pour justement essayer de bâtir des compromis et des consensus. Exactement, parce que la crainte, en fait, c'est de braquer complètement une audience récalcitrante et donc de risquer d'avoir pas d'action du tout. Et donc, ils préféraient finalement accompagner ces acteurs-là dans leurs petits pas plutôt que de rien faire du tout. Mais après, il y a certains auditeurs qui considéraient aussi que l'heure n'était plus aux petits pas et qu'il fallait se mettre à courir maintenant. Voilà, l'heure n'est plus au petit pas, mais l'heure est à courir. Sous-entendu, le changement, c'est maintenant, pour reprendre un slogan célèbre. Sauf que ça va pas sans mal, et que donc certains envisagent, voire même quittent l'audit, parce qu'ils sont trop déçus et pensent que finalement, changer les choses de l'intérieur ne fonctionne pas. C'est vrai. Alors, du coup, nous, dans le papier, on formule un certain nombre de recommandations pour éviter ces travers-là. Donc, notamment, l'impératif de transformer en fait l'audit et de redéfinir son périmètre et un peu plus l'orienter vers le conseil. Alors, c'est vrai que c'est délicat d'officialiser cette transition, puisqu'on ne peut pas être à la fois juge et partie, mais notamment auprès des PME qui ne savent pas vraiment quoi faire, où aller. Il y a un tel besoin d'accompagnement que ça prend le pas sur finalement le contrôle de rapports qui n'aurait pas d'utilité pour ces acteurs-là. Donc ça, c'est une première recommandation importante qui permettrait, on l'espère, de diminuer cette souffrance.
qu'on identifie. Bien sûr. C'est vrai que, c'est un des points, hein, la vision politique, pour vous, elle est au niveau étatique, elle est au niveau réglementaire, et vous dites finalement, les entreprises, et dans les deux autres visions, on va dire, ont plutôt tendance à promouvoir une endogénéisation de leur politique RSE, et laissez-nous faire, on va s'en débrouiller. Et en fait, ce que vous dites, et ce que pensent les auditeurs, c'est ça, c'est plus possible. Exactement. Donc c'est vrai que nous reconnaissons quand même l'intérêt d'une approche un peu de moindre mal, comme je le disais. Mais c'est vrai qu'à long terme, et compte tenu du fait que la situation sociale et environnementale ne s'améliore pas, ce serait peut-être utile d'envisager une adoption collective et rapide d'une conception politique de la soutenabilité. L'idée, c'est pas de dire que les entreprises ne doivent pas faire de profit, puisqu'en effet, il faut qu'elles continuent d'exister. Mais l'idée, c'est de dire que si elles n'adoptent pas une telle conception et si elles n'acceptent pas de réduire, au moins à court-moyen terme, leur performance économique, elles risquent de ne plus en faire du tout sur le long terme. Avec une proposition donc très forte. Vous dites l'audit RSE, c'est pas l'audit financier. Audit financier, c'est la vision anglo-saxonne. Là, il faut que l'audit et le conseil soient indépendants, même la muraille de Chine, parce qu'il faut que les informations soient vérifiées, voilà, qu'il n'y ait pas de problème de conflit d'intérêts. L'audit RSE, il faut faire tomber la muraille de Chine, il faut que ça devienne dépendant. Exactement. C'est des enjeux différents, c'est des métiers différents, et donc c'est vrai que nous aussi, en tant qu'école de gestion, on a tout intérêt à former les futurs auditeurs RSE à ce métier-là, et pas considérer qu'en fait une formation d'audit financier suffit. C'est vraiment des enjeux différents, et j'insiste là-dessus, en particulier auprès des PME et PMI qui ne savent pas vraiment où aller, qui ont besoin de cet accompagnement. L'audit RSE à la croisée des chemins, j'ai envie de dire le chemin américain, enfin anglo-saxon, le chemin européen ou le chemin francophone qui peut diverger un peu du chemin européen, c'est-à-dire dans la RFG, ce que nous enseigne le vécu quotidien des auditeurs, c'est qu'ils veulent du francophone. Je résume. Merci à vous, Camille. Merci beaucoup.